L'Afrique du Sud vote ce mercredi pour les élections générales, un scrutin test pour le parti au pouvoir, l'ANC, et pour les deux grands partis d'opposition. Avec nous, Marianne Séverin, politologue, chercheur pour l'Afrique du Sud à Sciences Po Bordeaux, pour le LAM, les Afriques dans le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on s'intéresse au plus vieux parti politique du continent, l'ANC, le Congrès national africain. Alors Marianne, ce parti est né en 1912 dans un contexte bien particulier. Expliquez-nous. Alors ce parti est né à la suite de la colonisation de l'Afrique du Sud, deux colonisation britannique et colonisation de ce qu'on appelle les afrikaners à l'heure actuelle et également les boers, qui à un moment donné de l'histoire vont se faire la guerre, on appelle la guerre des boers, et se réconcilier pour donner ce qu'on appelle l'Union sud-africaine en 1910. Et à partir de là, cette réconciliation des deux groupes identitaires blancs va se faire au détriment des Africains. Et on va voir émerger le 8 janvier 1912 le Congrès national africain, ou plutôt le Congrès des pères fondateurs de l'ANC. Et justement, qui sont ces pères fondateurs? Alors ces pères fondateurs, en fait, ce sont des hommes, en grande majorité, qui représentent la petite bourgeoisie africaine, éduquée dans les écoles missionnaires, parlant très bien habillés, journalistes, enseignants, universitaires. Donc ce sont eux qui décident en fait de protéger surtout leurs intérêts, et donc de créer ce vieux parti qu'on connaît actuellement. Alors on va faire un bond en avant d'une trentaine d'années, nous sommes en 1948. Le Parti national désormais au pouvoir adopte une série de lois, c'est le début officiel de l'apartheid. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors l'apartheid, en fait, c'est un système juridique qui divise toute la société sud-africaine en 4 groupes identitaires. Les Blancs, l'étage supérieur, les Indiens, les Métis, alors plutôt les Colored, parce que ce ne sont pas les Métis comme on l'entend en règle générale, ce sont les descendants des Khoisan, donc les premiers habitants d'Afrique du Sud, et naturellement en dessous, les Africains qui sont eux-mêmes divisés en plusieurs ethnies. Et face à ces lois racistes et liberticides, comment réagit l'ANC? Alors l'ANC en fait va changer de tactique, c'est-à-dire que juste après le vote de l'Union sud-africaine, on va avoir une loi, la loi sur la terre, qui date de 1913 et qui a encore des répercussions aujourd'hui, d'où la réforme agraire. En fait, les pères fondateurs de l'ANC vont envoyer une délégation en Grande-Bretagne avec une pétition. Et on change de tactique à partir de l'arrivée du Parti nationaliste au pouvoir. Donc dans les années 50, les leaders de l'ANC et ceux qui le suivent et leurs partenaires vont décider de mener des campagnes de désobéissance civile. Donc en fait, toute personne opposée au régime va violer la loi systématiquement. Alors il y a aussi une loi sur la charte de la liberté qui ne passe pas auprès du régime de l'apartheid. Parlez-nous-en. Alors en fait, la charte de la liberté, elle est née à la suite de la réunion de ce qu'on appelle le Congrès du peuple. Le Congrès du peuple, en fait, a réuni l'ANC, le Parti communiste sud-africain, enfin toutes les entités qui sont contre le régime, dont des associations de femmes, parce qu'il ne faut pas les oublier, et qui en fait vont représenter toute la société sud-africaine. On est en quelle année là? On est en 1955, et en 1956 est adoptée la charte de la liberté qui va finalement aboutir à ce qu'on appelle le procès pour haute trahison, notamment d'un certain Nelson Mandela. Et à partir de quel moment l'ANC devient hors-la-loi? L'ANC devient hors-la-loi en 1960 à la suite du premier massacre de la lutte anti-apartheid, donc à Sharpeville. Le gouvernement en place décide d'interdire toute opposition, et ce qui signifie que dès que vous prononciez ANC, vous étiez membre de l'ANC, vous militiez pour l'ANC, vous vous retrouviez en prison. Et comment on arrive à la création de la branche armée? Alors c'est en 1961, c'est-à-dire qu'à la suite de Sharpeville, finalement les leaders de l'ANC se disent
qu'ils ne peuvent pas laisser leur peuple se faire tuer gratuitement. Et on passe d'une situation de combat pacifique à une situation de lutte armée, pas contre la population civile, mais surtout contre les bâtiments qui représentent le régime en place. Alors vous parlez de Charlie plusieurs fois, est-ce que vous pouvez nous recontextualiser cet épisode? Ce qui s'est passé, c'est que des gens de la société civile sont descendus dans les rues pour manifester contre les lois d'apartheid. Et vous devinez ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a envoyé la police qui n'a pas pris de gants et a tiré sans sommation et a fait de nombreuses victimes. Alors c'est la clandestinité pour certains leaders, mais la lutte pour les droits des Noirs continue sur le terrain. Comment les étudiants vont devenir finalement les fers de lance de la lutte? Alors il s'avère que c'est une loi très particulière de l'apartheid qui a poussé les étudiants à s'investir encore plus à partir de la fin des années 60. Je remonte un petit peu. En 1955, il y a une loi qu'on appelle la loi sur l'éducation bantoue. C'est-à-dire ce que ça veut dire. Vous avez une éducation spécifiquement pour les Noirs. Alors, pas l'éducation, pas la même éducation que pour les Blancs. Et cette loi qui date j'ai dit 55, en fait c'est 53, va être appliquée à l'université. Et on va créer des universités, notamment pour les Noirs qu'on appelait les Bush Universities. Et ce sont devenus des bastions du mouvement de la conscience noire et d'étudiants noirs, métis, indiens, qui vont s'enrôler dans la lutte anti-apartheid. Il y a deux exemples de personnes connues. Nkosazana Dlamini-Zuma, qui n'est autre que l'ancienne présidente de la commission de l'Union africaine et qui aurait pu devenir la prochaine présidente de l'ANC, mais ça ne s'est pas fait. Et l'actuel président, Cyril Ramaphosa, qui en fait appartiennent à cette génération du mouvement de la conscience noire. Alors je passe en 1985, commencent des négociations secrètes entre les leaders de l'ANC à Robben Island, les exilés et le pouvoir afrikaner, qui aboutissent en février 90. Alors concrètement, ça donne quoi? Alors, en 85, on commence à avoir des pourparlers avec Nelson Mandela, Walter Sisulu, ses camarades en prison. On les enlève de Robben Island. Alors, ce sont, comme je dis, des négociations secrètes. On les met dans une autre prison, puis le gouvernement envoie des émissaires pour voir déjà s'ils peuvent abandonner la lutte armée, parce que ça, c'est le problème. Et puis, en exil aussi, on envoie des émissaires. Mais la particularité de ces négociations secrètes, elles se passent au moment où on est au plus haut de la lutte anti-apartheid dans les années 80. Et finalement, l'une des raisons pour laquelle l'apartheid a été déclaré terminé, c'est simplement parce que l'apartheid ne pouvait plus s'offrir l'apartheid, puisqu'il faut se rappeler qu'il y avait des boycotts. Et donc, le gouvernement en place à cette époque a décidé qu'il était temps en fait de tourner la page de l'histoire. Et se pose aussi la question de la succession de Nelson Mandela. Alors Nelson Mandela, comme tout le monde le sait, est arrivé au pouvoir en 1994. Il a fait qu'un mandat, ce qui est assez particulier en Afrique. Et en fait, il est resté jusqu'en 1999, mais il a commencé finalement à donner le témoin à celui qui deviendra le deuxième président sud-africain, l'ex-président Thabo Mbeki, qui va faire 2 mandats, à part que son deuxième mandat, au lieu de se terminer en 2009, va se terminer en septembre 2008. Aujourd'hui, que faut-il retenir de l'ANC 2019 en 2019? Alors en 2019, on va dire que l'ANC, finalement, a trahi. Puisque finalement la situation économique et sociale de la majorité de la population sud-africaine et la population noire précisément. La population noire est vraiment catastrophique, et surtout elle a trahi parce que durant 2 mandatures, le successeur de l'ex-président Thabo Mbeki, donc l'ex-président Jacob Zuma, a été accusé de corruption. Ça a fait un énorme scandale, ce qu'on appelle le step capture, et actuellement on a une commission d'enquête sur le step capture, donc qui a été jusqu'au
au plus haut sommet de l'État, de l'administration. Et finalement, aujourd'hui, on se demande ce qui va se passer demain. Est-ce que ces faits de corruption vont porter préjudice à l'ANC? Ou alors, la magie Cyril Ramaphosa, est-ce qu'elle va marcher pour que l'ANC puisse avoir plus de 60%? On suivra en tout cas ce dossier dès demain. Merci beaucoup Marianne Séverin pour cet éclairage. Merci.